La pluie tombait sur Paris en ce matin gris de 1944, martelant les toits d'ardoise du 6e arrondissement avec une insistance qui semblait vouloir laver la ville de 4 années d'occupation. Dans un grenier étroit sous les combles d'un immeuble haussmannien de la rue de Vaugirard, Claire Dubois, 32 ans, ajustait les écouteurs sur ses oreilles avec des mains qui tremblaient légèrement. Ce n'était pas la peur qui les faisait trembler, bien que la peur soit une compagne constante ces derniers jours. C'était l'épuisement. 68 heures sans sommeil. 68 heures à écouter, à transmettre, à coder et décoder des messages qui pouvaient signifier la différence entre la vie et la mort pour des milliers de Parisiens. Devant elle, l'émetteur radio clandestin bourdonnait doucement, sa lueur verte illuminant faiblement son visage aux traits tirés. Ses cheveux noirs étaient attachés négligemment, révélant des yeux noisettes profonds qui brillaient d'une intelligence aiguë et d'une détermination qui ne s'était jamais éteinte, même dans les moments les plus sombres. Les Allemands la cherchaient. Ils avaient un nom pour elle dans le rapport, la voix fantôme, cette opératrice radio insaisissable qui leur échappait depuis 3 ans, qui transmettait des renseignements cruciaux aux Alliés, qui coordonnait la résistance parisienne avec une précision qui les rendait fous de rage. Ils riaient d'elle dans leur caserne, cette femme qui pensait pouvoir leur échapper éternellement, qui croyait que ce petit signal radio pouvait changer quoi que ce soit. Ils avaient cessé de rire quand ils avaient compris que ces signaux étaient en train de sauver Paris elle-même. L'histoire de Claire avait commencé bien avant la guerre, dans les studios de Radio Paris, quand ces stations diffusaient encore de la musique française et des nouvelles honnêtes plutôt que la propagande nazie. Elle était ingénieure du son, l'une des rares femmes à travailler dans ce domaine technique dominé par les hommes. Son père, Georges Dubois, avait été l'un des pionniers de la radio française dans les années 20, expérimentant avec les ondes et les fréquences dans un laboratoire improvisé dans leur appartement de Montmartre. Claire avait grandi entourée de tubes à vide, de condensateurs et de fils électriques, apprenant à ses côtés les secrets de la transmission radio. Elle avait une oreille extraordinaire, capable de distinguer les plus subtiles variations dans un signal, de détecter les interférences, d'optimiser la clarté d'une transmission. À 20 ans, elle était déjà considérée comme l'une des meilleures techniciennes radio de Paris. À 25, elle dirigeait l'équipe technique de Radio Paris. Puis juin 1940 était arrivé et tout avait changé. Claire se souvenait avec une clarté douloureuse du jour où les Allemands étaient entrés dans Paris. Le 14 juin 1940, un vendredi, le ciel était d'un bleu parfait, moqueur dans sa beauté face à la tragédie qui se déroulait. Elle se tenait sur le balcon de son appartement de Montmartre, regardant les colonnes de tanks allemands descendre les Champs-Élysées, les drapeaux à croix gammée flottant au-dessus de l'Arc de Triomphe. La ville était silencieuse, comme retenant son souffle. Des millions de Parisiens s'étaient enfuis vers le sud dans l'exode chaotique des semaines précédentes. Ceux qui restaient se terraient dans leurs appartements, observant derrière leurs rideaux l'arrivée de l'occupant. Claire n'avait pas fui. Son père était trop malade pour voyager, cloué au lit par une tuberculose qui rongeait ses poumons. Et de toute façon, où aurait-il pu aller? La France était tombée. La bataille était perdue. Mais en regardant ses uniformes gris envahir sa ville bien-aimée, Claire avait fait un serment silencieux. Il pouvait prendre Paris. Il ne prendrait jamais son âme. Les premières semaines d'occupation furent surréalistes. Les Allemands se comportaient avec une politesse glaciale, payant pour leur café et leur croissant, s'excusant presque de leur présence. Mais la réalité de l'occupation se révéla rapidement. Les restrictions, les couvre-feux, les rafles, et surtout la prise de contrôle de tous les moyens de communication. Radio Paris fut l'une des premières cibles. Les Allemands comprenaient le pouvoir de la radio, sa capacité à façonner l'opinion publique, à démoraliser ou à inspirer. Ils licencièrent tout le personnel et réembauchèrent seulement ceux qui accepteraient de collaborer, de transformer la station en outil de propagande nazie. Claire fut approchée. Ses compétences techniques étaient précieuses. On lui offrit un poste bien payé, la sécurité, même des privilèges spéciaux. Elle refusa, sans hésitation, sans même considérer l'offre. Son père mourut 2 semaines plus tard, emportant avec lui les derniers liens qui auraient pu la retenir d'une voie plus dangereuse. C'est à ses funérailles qu'elle rencontra Jacques Mercier, un ancien collègue de son père qui travaillait maintenant dans l'ombre. Après la cérémonie sobre, il l'approcha discrètement et lui murmura une question simple mais lourde de sens. « Voulez-vous vraiment résister ?» Claire le regarda dans les yeux et hocha la tête. « Oui, plus que tout. » Jacques lui expliqua qu'un réseau de résistance se formait, coordonné depuis Londres par le général de Gaulle et les services secrets britanniques. Ils avaient désespérément besoin d'opérateurs radio qualifiés pour transmettre des renseignements, coordonner les actions de sabotage, maintenir le contact entre les différentes cellules de résistance. C'était le travail le plus dangereux de toute la résistance. Les Allemands consacraient d'énormes ressources à traquer les émetteurs clandestins.
Ils avaient des camions équipés de détecteurs de radiogoniométrie qui sillonnaient Paris jour et nuit, triangulant les signaux. L'espérance de vie moyenne d'un opérateur radio était de 6 mois. Claire accepta sans hésiter. Sa formation fut intense et brève. Elle apprit le code Morse à une vitesse qui impressionna même ses instructeurs britanniques. Elle apprit les procédures de sécurité, comment changer constamment d'emplacement, comment déguiser ses transmissions, comment coder et décoder les messages avec des chiffrements complexes. Elle apprit aussi à se battre, à tirer avec un pistolet, à tuer si nécessaire. Cette dernière partie fut la plus difficile. Claire n'était pas une combattante. Elle était une technicienne, une femme qui aimait la musique et les livres, qui passait ses dimanches d'avant-guerre à flâner dans les librairies du quartier latin. Mais la guerre transformait tout le monde. Elle apprit. Et si cette histoire résonne déjà en vous, si vous sentez sa connexion avec Claire et sa détermination silencieuse, alors peut-être devriez-vous rejoindre ceux qui, comme elle, refusent d'oublier. Un simple geste, un clic sur ce bouton d'abonnement, et vous faites partie de cette résistance contre l'oubli, contre le silence qui voudrait effacer ces histoires de courage. Rejoignez-nous. Claire commença ses transmissions clandestines à l'automne 1941. Son premier émetteur était un appareil primitif assemblé à partir de pièces récupérées, caché dans une valise usée qu'elle transportait d'un endroit à l'autre. Ses premières transmissions étaient maladroites, pleines d'anxiété. Elle s'attendait à chaque instant à entendre les bottes allemandes monter les escaliers, à voir la porte exploser. Mais avec le temps, elle devint plus confiante, plus audacieuse. Elle développa un style de transmission distinctif, rapide et précis, que les opérateurs de Londres apprirent à reconnaître immédiatement. Elle ne signait jamais ses messages de son vrai nom, utilisant le nom de code Colombe. Mais les Allemands, frustrés par leur incapacité à la localiser, lui donnèrent leur propre surnom, la voix fantôme. Les techniques de Claire pour échapper à la détection étaient ingénieuses. Elle ne transmettait jamais du même endroit 2 fois de suite. Elle ne restait jamais en ondes plus de 10 minutes, juste assez pour envoyer son message avant que les camions de radiogoniométrie allemands ne puissent trianguler sa position avec précision. Elle utilisait des antennes improvisées, parfois juste un fil tendu entre 2 cheminées, qu'elle installait rapidement et démontait encore plus rapidement. Elle transmettait à des heures aléatoires, ne suivant aucun schéma prévisible. Et surtout, elle avait développé une compréhension intuitive des ondes radio qui lui permettait de sentir quand les Allemands se rapprochaient, quand il était temps de cesser la transmission et de disparaître dans les rues de Paris. Mais échapper aux Allemands n'était qu'une partie du défi. Claire devait aussi obtenir des renseignements à transmettre. Elle développa un réseau de contacts à travers Paris, des gens ordinaires qui observaient et rapportaient. Un serveur dans un café fréquenté par les officiers allemands qui écoutaient leurs conversations. Une femme de ménage dans le quartier général de la Gestapo rue Lauriston qui notait les mouvements de troupes. Un cheminot qui comptait les trains de ravitaillement. Un employé de la préfecture qui copiait secrètement les documents. Ces informations convergeaient vers Claire, qui les compilait, les codait et les transmettait à Londres. Ces rapports aidèrent à planifier des bombardements de précision sur des cibles militaires allemandes. Ils permirent aux Alliés de comprendre les mouvements de troupes ennemies. Ils sauvèrent des vies de résistants en les alertant de rafles imminentes. Les années passèrent dans cette existence d'ombre et de danger. 1942 apporta l'intensification de l'occupation, avec des rafles massives de juifs parisiens, l'horrible ville d'HIV où des milliers furent entassés avant leur déportation vers les camps de la mort. Claire utilisa ces transmissions pour alerter autant de familles juives que possible, les aidant à se cacher ou à fuir vers la zone libre avant qu'il ne soit trop tard. Elle estima plus tard avoir sauvé peut-être 200 personnes de cette manière. Mais des milliers d'autres furent pris. Cette culpabilité du survivant, de celle qui ne pouvait pas sauver tout le monde, la hantrait pour le reste de sa vie. 1943 vit la résistance organisée et se renforcer, mais aussi devenir plus brutale. Les représailles allemandes étaient sauvages. Pour chaque soldat allemand tué, 100 otages français étaient exécutés. Les murs de Paris étaient couverts d'affiches annonçant ces exécutions, des listes de noms des Français ordinaires fusillés au Mont Valérien. Claire elle-même fut capturée une fois, en mars 1943. Une trahison. Quelqu'un dans son réseau avait parlé sous la torture. Elle fut arrêtée dans un appartement de Belleville alors qu'elle préparait une transmission. Les agents de la Gestapo défoncèrent la porte, leurs armes pointées. Elle eut à peine le temps de détruire son carnet de code, le jetant dans le poêle à charbon où il se consuma rapidement. Ils l'emmenèrent rue Lauriston, dans les bureaux de la Gestapo française dirigée par Henri Lafont, un Français qui travaillait pour les nazis avec un zèle qui dépassait même celui de ses maîtres allemands. L'interrogatoire fut brutal. Il voulait des noms, des emplacements, des fréquences radio. Claire ne dit rien. Ils la frappèrent. Elle resta silencieuse.
Ils la torturèrent. Elle ne parla pas. Après 3 jours, miraculeusement, une opportunité se présenta. Un bombardement allié frappa un dépôt de munitions allemand à proximité. Dans la confusion qui suivit, avec les gardiens courant pour voir ce qui se passait, Claire réussit à forcer la serrure de sa cellule avec une épingle à cheveux qu'elle avait dissimulée dans ses cheveux. Elle s'échappa dans les rues chaotiques de Paris, boitant sur une jambe blessée, le visage tuméfié mais libre. Elle disparut complètement pendant 2 mois après cela, se cachant dans les catacombes sous Paris, soignée par d'autres résistants. Quand elle réémergea, les Allemands avaient conclu qu'elle était morte, soit des blessures de la torture, soit exécutée dans la confusion du bombardement. C'était parfait. La voix fantôme était devenue un véritable fantôme, officiellement morte, mais continuant à transmettre. Les Allemands furent déconcertés quand ces transmissions reprirent, utilisant les mêmes fréquences, le même style distinctif. Certains officiers allemands commencèrent à croire qu'elle était peut-être vraiment un fantôme, un esprit qui les hantait. Cette superstition, aussi ridicule soit-elle, joua en faveur de Claire. Les soldats allemands devinrent nerveux, moins efficaces dans leur traque. Puis vint 1944, et avec lui l'espoir. Le débarquement en Normandie le 6 juin électrifia Paris. Les nouvelles se répandirent comme une traînée de poudre, chuchotées dans les files d'attente pour le pain, échangées dans les métros bondés. Les Alliés étaient de retour sur le sol français. La libération approchait. Mais elle approchait lentement. Trop lentement pour beaucoup de Parisiens qui voulaient se soulever immédiatement. Le général de Gaulle et les Alliés débattaient de la stratégie. Fallait-il libérer Paris maintenant ou contourner la ville et continuer vers l'Allemagne? Paris n'avait pas de valeur stratégique militaire. Mais symboliquement, c'était tout. C'était la capitale de la France, le cœur de la nation. Si Paris restait sous contrôle allemand pendant que les Alliés avançaient ailleurs, cela serait une humiliation insupportable. Le 19 août 1944, la décision fut prise par les Parisiens eux-mêmes. La police parisienne se mit en grève, refusant d'obéir aux ordres allemands. Ce fut le signal. L'insurrection commença. Les barricades s'élevèrent dans les rues, construites à partir de pavés arrachés, de voitures renversées, de meubles jetés par les fenêtres. Les FFI, les forces françaises de l'intérieur, sortirent de l'ombre avec leurs armes cachées. Des combats éclatèrent à travers la ville. C'était un soulèvement chaotique, courageux mais désorganisé. Les résistants étaient armés de fusils de chasse, de pistolets anciens, de cocktails Molotov. Les Allemands avaient des tanks, des mitrailleuses, des canons. C'était un combat désespéré et inégal. Et c'est là que le rôle de Claire devint crucial. Le commandant allemand de Paris, le général Dietrich von Choltitz, avait reçu des ordres directs d'Hitler. Si Paris devait être perdu, il devait être détruit. Complètement. Hitler voulait que Paris brûle, que ses monuments historiques soient dynamités, que la ville soit réduite en ruines fumantes. Von Choltitz avait préparé méticuleusement cette destruction. Des explosifs avaient été placés sous tous les ponts de la Seine. Des charges avaient été installées à la Tour Eiffel, à Notre-Dame, au Louvre, à l'Opéra. Des tanks et de l'artillerie étaient positionnés pour raser des quartiers entiers. Si l'insurrection continuait, si les Alliés n'arrivaient pas à temps, von Choltitz avait l'intention d'exécuter les ordres d'Hitler. Paris serait anéanti. Claire apprit ses plans par un de ses contacts, un officier allemand désenchanté qui voyait la guerre perdue et voulait éviter une destruction inutile. Il lui fournit des détails précis sur l'emplacement des explosifs, les positions des troupes allemandes, les intentions de von Choltitz. C'était l'information la plus importante que Claire aurait jamais transmise. Elle devait atteindre Londres immédiatement, et de là, le général de Gaulle et les commandants alliés. Ils devaient savoir que Paris était à quelques heures de la destruction totale. Ils devaient agir maintenant, mais transmettre cette information n'était pas simple. Les Allemands, conscients du rôle crucial des communications dans l'insurrection, avaient intensifié leurs efforts de brouillage. Des dizaines de camions de radiogonométrie sillonnaient Paris, leurs antennes pivotantes cherchant désespérément les signaux clandestins. Ils avaient même installé des brouilleurs puissants qui rendaient les transmissions extrêmement difficiles. Claire devait trouver un moyen de percer ce barrage électronique. Elle devait transmettre un message si puissant, si clair qu'il atteindrait Londres malgré toutes les interférences. Elle prit une décision audacieuse. Au lieu de se cacher comme elle l'avait toujours fait, elle irait au point le plus élevé de Paris, la Tour Eiffel. C'était une folie. La tour était gardée par les Allemands. Ils l'utilisaient comme poste d'observation et relais de communication. Mais c'était aussi le meilleur émetteur d'antennes possible. Du sommet de la tour, son signal pourrait atteindre non seulement Londres mais la moitié de l'Europe. Les interférences ne pourraient pas le bloquer complètement. C'était sa seule chance.
Et si vous ressentez cette tension maintenant, cette anticipation de ce qui va suivre, alors vous comprenez pourquoi ces histoires doivent être préservées, pourquoi elles méritent d'être racontées encore et encore. Claire prépara méticuleusement son plan. Elle aurait besoin d'aide. Elle contacta un groupe de résistants FFI qui opérait dans le 7e arrondissement. Leur mission serait de créer une diversion, d'attirer les gardes allemands loin de la base de la tour pendant qu'elle escaladait. Elle emballerait son émetteur portable dans un sac à dos avec juste assez de batterie pour une transmission de 5 minutes. Ce serait suffisant. Ça devrait l'être. Le 23 août au soir, alors que les combats faisaient rage à travers Paris, que les incendies illuminaient le ciel nocturne, que les coups de feu claquaient comme des feux d'artifice macabres, Claire se dirigea vers le champ de Mars. Les résistants lancèrent leur attaque exactement à minuit. Une fusillade intense éclata du côté de la tour, attirant immédiatement l'attention des gardes allemands qui coururent vers le bruit. Claire, cachée dans l'obscurité, attendit que la voie soit dégagée. Puis elle courut. Ses pieds martelaient le sol alors qu'elle sprintait vers la base de la tour. Elle atteignit les escaliers et commença à monter. L'ascenseur était bien sûr hors service depuis des mois, les Allemands ayant coupé l'électricité. Elle devrait grimper les 1665 marches jusqu'au sommet, avec un émetteur radio de 15 kilos sur son dos, au milieu de la nuit, alors que les Allemands pouvaient découvrir sa présence à tout moment. Elle monta, marche après marche après marche. Ses jambes brûlaient, ses poumons haletaient. Yan! Le sac à dos semblait devenir plus lourd à chaque étage. Mais elle continuait. Premier niveau. Elle ne s'arrêta pas. Deuxième niveau. Ses jambes tremblaient, mais elle continuait. En bas, elle entendait les cris, les coups de feu. Les résistants maintenaient les Allemands occupés, payant de leur vie pour lui donner ces précieuses minutes. Elle ne pouvait pas les décevoir. Elle ne pouvait pas échouer. Troisième niveau. Presque là. Ses mains agrippaient la rampe, la tirant vers le haut quand ses jambes menaçaient de céder. Le sommet. Enfin. Elle s'effondra un instant, haletante, le cœur battant si fort qu'elle pensait qu'il exploserait. Pas le temps de se reposer. Elle déballa l'émetteur avec des mains tremblantes. L'installation fut rapide, née de 3 années d'expérience. Elle attacha l'antenne fil à la structure métallique de la tour, créant une antenne massive. Elle connecta les batteries, alluma l'émetteur. La lueur verte familière parut. Elle ajusta les fréquences, cherchant la bande qu'elle savait que Londres surveillait en permanence. Des parasites, beaucoup de parasites. Les brouilleurs allemands travaillaient, mais elle était au-dessus d'eux maintenant, physiquement et métaphoriquement. Son signal devrait passer. Elle mit les écouteurs, plaça ses doigts sur la clé morse et commença à transmettre. DDAH. DDAHD. Le code morse résonnait dans la nuit parisienne, invisible mais puissant, traversant les terres vers Londres. Son message était urgent et précis. Paris près destruction totale. Explosif tout monument majeur. Pont-Seine miné. Von Scholtitz exécutera ordre Hitler si Alliés n'arrive pas immédiatement. Position troupes allemandes suivent. Elle transmit ensuite les coordonnées exactes de chaque emplacement d'explosifs, de chaque position de tank allemand, de chaque point fort qu'elle connaissait. C'était une mine d'or d'informations tactiques. Et puis, pour rendre absolument certain que le message serait compris, elle ajouta un appel personnel au général de Gaulle. Paris mourant. Paris en flammes. Paris vous appelle. Venez maintenant. Sauvez la ville. Sauvez la France. À Londres, dans les bureaux du BCRA, le Bureau central de renseignement et d'action, les opérateurs radio captèrent le signal. Faible au début, interrompu par les interférences, mais indéniablement là. Ils reconnurent immédiatement la signature de transmission. La voix fantôme, vivante et transmettant depuis Paris. Ils enregistrèrent chaque mot, décodant frénétiquement le message. Quand ils comprirent ce qu'elle transmettait, l'urgence, l'importance cruciale de l'information, ils coururent littéralement avec le message vers leur supérieur. En quelques heures, le message était sur le bureau du général de Gaulle lui-même. Il le lut. Son visage pâlit. Paris allait être détruit. Il devait agir. De Gaulle contacta immédiatement le général Eisenhower, le commandant suprême des forces alliées. Il plaida avec passion. Paris ne pouvait pas attendre. Les plans de contournement devaient être abandonnés. La 2e division blindée française du général Leclerc devait se diriger immédiatement vers Paris. Eisenhower hésita. C'était un risque tactique. Cela détournerait des ressources de l'avance principale. Mais de Gaulle insista. Et finalement, confronté à l'information détaillée que Claire avait transmise, montrant exactement à quel point la situation était désespérée, Eisenhower céda. L'ordre fut donné. La 2e DB marcherait sur Paris.
Immédiatement. Pendant ce temps, au sommet de la tour Eiffel, Claire terminait sa transmission. 5 minutes, exactement comme prévu. Elle éteignit l'émetteur, consciente que ces 5 minutes avaient donné aux Allemands suffisamment de temps pour trianguler sa position. Elle devait partir. Maintenant, elle emballa rapidement l'équipement et commença à descendre. Elle était à mi-chemin du 3e niveau quand elle entendit les bottes. Les Allemands montaient. Ils l'avaient trouvée. Elle accéléra, dévalant les escaliers aussi vite qu'elle osait dans l'obscurité. Les voix allemandes se rapprochaient, criant des ordres. Des lampes torchées balayaient les escaliers. Une balle ricochait contre la structure métallique près de sa tête. Il tirait sur elle. Claire laissa tomber le sac à dos avec l'émetteur. Il était trop lourd, la ralentissait trop. Elle le regarda rebondir dans les escaliers, comprenant que c'était comme laisser partir une partie d'elle-même. Mais elle devait survivre. L'information était transmise. C'était ce qui comptait. Elle continua à courir, ses jambes trouvant un rythme désespéré. 2e niveau. 1er niveau. Les Allemands étaient juste au-dessus d'elle maintenant, leurs bottes résonnant comme le tonnerre. Seule enfin, elle jaillit de la base de la tour et courut vers les jardins du Trocadéro. Des balles sifflaient autour d'elle. Elle zigzaguait, utilisant les arbres comme couverture. Puis elle plongea dans l'entrée d'une bouche de métro. Les tunnels du métro parisien étaient devenus le domaine de la résistance. Claire les connaissait intimement. Elle courut à travers l'obscurité, ses mains traînant le long du mur pour se guider. Derrière elle, elle entendait les Allemands hésiter à l'entrée du tunnel. Ils savaient que le métro était dangereux pour eux, plein d'embuscades potentielles. Ils ne la suivraient pas loin. Elle continua à courir jusqu'à ce qu'elle soit certaine d'avoir échappé, puis s'effondra contre le mur froid du tunnel, haletante, tremblante, mais vivante. Et réussit. Son message était parti. Paris serait sauvé. Le 24 août, la 2e division blindée du général Leclerc entra dans Paris. Les chars français libérateurs roulèrent à travers les banlieues sud, engageant les positions allemandes. Les combats furent intenses mais brefs. Les Allemands, se rendant compte qu'ils étaient maintenant surpassés en nombre, commencèrent à se retirer. Le général von Choltitz, dans son quartier général de l'hôtel Meurice, fit face à un choix. Il pouvait exécuter les ordres d'Hitler, appuyé sur le bouton qui déclencherait la destruction de Paris, ou il pouvait refuser. L'histoire rapporte qu'il hésita, sa main au-dessus du détonateur. Puis il retira sa main. Il ne le ferait pas. Il ne détruirait pas Paris. Peut-être était-ce un dernier vestige d'humanité. Peut-être comprenait-il que la guerre était perdue de toute façon. Ou peut-être savait-il, grâce aux renseignements que Claire avait transmis, que les Alliés connaissaient maintenant chaque emplacement d'explosifs et que des équipes étaient déjà en train de les désamorcer. Le 25 août, Paris fut officiellement libéré. Von Choltitz signa la reddition. Le général Leclerc et ses tanks triomphants défilèrent dans les rues. Les Parisiens sortirent en masse, pleurant, riant, embrassant les soldats. Le tricolore fut hissé sur la tour Eiffel, remplaçant la croix gammée haïe. Le général de Gaulle marcha le long des Champs-Élysées dans une procession triomphale, accueilli par des foules en délire. Paris était libre et intact. Les monuments historiques se tenaient toujours debout. Les ponts traversaient toujours la Seine. La ville avait survécu. Claire regarda la libération depuis une fenêtre de grenier dans le Marais. Elle ne participa pas aux célébrations publiques. Elle était trop épuisée, trop vidée émotionnellement, et une partie d'elle ne se sentait pas digne de célébrer. Elle pensait à tous ceux qui n'avaient pas survécu pour voir ce jour. Ses camarades de résistance tombés, les otages exécutés, les Juifs déportés, son père qui était mort avant même que la vraie résistance ne commence. Tant de morts, tant de sacrifices. Mais Paris vivait. C'était quelque chose. C'était peut-être tout. Elle fut finalement reconnue après la guerre, bien qu'elle ait essayé de rester dans l'anonymat. Les services secrets britanniques et français insistèrent pour documenter ses actions. Elle reçut la Légion d'honneur, la croix de guerre avec palme et la médaille de la résistance. Les Britanniques lui décernèrent l'ordre de l'Empire britannique. Il y eut des cérémonies, des discours. Claire y assista par obligation mais se sentait mal à l'aise avec l'attention. Elle n'était pas une héroïne, insistait-elle. Elle avait simplement fait ce qui devait être fait. N'importe qui avec ses compétences aurait fait la même chose. Mais bien sûr, ce n'était pas vrai. Beaucoup de gens avaient les compétences. Peu avaient le courage. L'histoire de la transmission depuis la Tour Eiffel devint légendaire. Certains détails furent exagérés avec le temps, comme c'est souvent le cas avec les légendes. Mais l'essentiel restait vrai. Une femme, seule, avait grimpé la Tour Eiffel sous le feu ennemi et avait transmis l'information qui avait sauvé Paris de la destruction.
Les historiens débattent encore aujourd'hui de l'importance exacte de sa transmission. Eisenhower aurait-il ordonné la marche sur Paris de toute façon? Von Choltitz aurait-il vraiment détruit la ville? Nous ne saurons jamais avec certitude. Mais ce qui est certain, c'est que l'information de Claire a accéléré la décision, a fourni les renseignements tactiques cruciaux qui ont permis aux Alliés d'entrer dans Paris rapidement et efficacement, et a peut-être, juste peut-être, influencé von Choltitz dans sa décision finale de ne pas appuyer sur le bouton. Claire ne retourna jamais à la radio après la guerre. L'odeur de l'ozone des émetteurs, le son du code Morse lui rappelait trop de choses. Elle devint professeure de physique dans un lycée parisien, enseignant aux générations suivantes les principes des ondes électromagnétiques sans jamais mentionner comment elle avait utilisé ces principes pour sauver leur ville. Elle se maria en 1947 à un ancien résistant qu'elle avait connu pendant la guerre. Ils eurent 2 enfants, vécurent une vie tranquille dans un appartement de Montparnasse. Elle parlait rarement de ses expériences de guerre, même à sa propre famille. Ce n'était pas par modestie ou par traumatisme, mais simplement parce qu'elle croyait que regarder en avant était plus important que regarder en arrière. Dans les années 70, quand l'intérêt pour la résistance française connut un renouveau académique, des historiens la recherchèrent. Elle leur accorda quelques interviews, fournissant des détails techniques sur les opérations radio clandestines qui aidèrent à documenter cette période. Mais ce qui frappait les intervieweurs, c'était son insistance répétée sur le fait qu'elle n'était qu'une parmi des milliers. La résistance n'était pas l'œuvre de quelques héros individuels, expliquait-elle, mais un effort collectif de gens ordinaires qui avaient choisi l'extraordinaire. Le serveur qui écoutait, la femme de ménage qui observait, le cheminot qui comptait, l'officier allemand qui avait trahi son propre camp par conscience. Tous étaient des héros. Elle n'était qu'une messagère. Elle mourut en 1989, à l'âge de 77 ans, juste quelques mois après la chute du mur de Berlin. Sa famille disait qu'elle avait été ravie de voir cette nouvelle libération, ce nouveau mur tombant comme celui qui avait entouré l'esprit parisien pendant 4 années d'occupation. Ses funérailles attirèrent une foule surprenante. Des vétérans de la résistance dans leur 80e année, des historiens qui avaient étudié son travail, des descendants de ceux qu'elle avait aidé à sauver pendant la guerre. Et étrangement, un vieil homme allemand qui s'identifia comme le petit-fils de l'officier qui lui avait fourni les renseignements sur les plans de destruction de Paris. Il était venu remercier la femme qui avait utilisé cette information pour sauver l'une des plus belles villes du monde. Aujourd'hui, si vous visitez la Tour Eiffel, il y a une petite plaque discrète près de la base. Elle commémore les opérateurs radio de la résistance qui ont utilisé les ondes pour combattre la tyrannie. Le nom de Claire Dubois y figure, parmi d'autres. Les touristes passent devant sans la remarquer la plupart du temps, leurs yeux levés vers la structure imposante au-dessus d'eux. Mais parfois, quelqu'un s'arrête. Quelqu'un lit la plaque. Quelqu'un se souvient. Et c'est peut-être le plus important héritage. Pas les médailles ou la reconnaissance officielle, mais simplement la mémoire qu'une personne ordinaire a fait quelque chose d'extraordinaire quand cela a importé le plus. L'histoire de Claire nous rappelle que le courage prend de nombreuses formes. Ce n'est pas toujours sur le champ de bataille avec des armes. Parfois, c'est seul dans un grenier avec un émetteur radio. Parfois, c'est grimper 1665 marches avec 15 kilos sur le dos au milieu de la nuit. Parfois, c'est simplement refuser de collaborer, refuser d'accepter l'occupation, refuser de rester silencieux face à l'injustice. Son histoire nous rappelle aussi le pouvoir de l'information, de la communication, de la vérité elle-même comme arme contre la tyrannie. Les nazis comprenaient ce pouvoir. C'est pourquoi ils ont investi tant d'efforts à contrôler les médias, à traquer les émetteurs clandestins, à étouffer les voix dissidentes. Mais ils ont échoué, parce que des gens comme Claire ont refusé d'être réduits au silence. Les Allemands avaient ri d'elle, cette opératrice radio qui pensait que ces petits signaux pouvaient faire une différence. Ils l'avaient appelée la voix fantôme avec dérision, comme si elle n'était rien de plus qu'une nuisance mineure. Ils avaient arrêté de rire quand ils ont compris que ces signaux avaient coordonné la résistance à travers Paris. Ils avaient arrêté de rire quand ces transmissions avaient guidé les bombardiers alliés vers leur cible. Ils avaient arrêté de rire quand son message depuis le sommet de la Tour Eiffel avait déclenché la libération de Paris et empêché la destruction de la ville. Une voix, un message, changeant le cours de l'histoire. Si cette histoire vous a touché, si vous ressentez cette connexion avec Claire et son incroyable courage, alors faites un geste simple mais puissant. Laissez un commentaire et écrivez « Les voix ne meurent jamais » pour honorer sa mémoire et celle de tous ceux qui ont refusé le silence. Et si vous avez apprécié ce voyage dans l'histoire, ce témoignage du pouvoir d'une personne déterminée face à l'impossible, alors offrez un like à cette vidéo. Cela aide à partager ces histoires cruciales, à s'assurer que ces actes de bravoure ne sont jamais oubliés.
Il y a tant d'autres histoires qui attendent d'être racontées, tant d'autres héros méconnus dont les vies ont façonné le monde dans lequel nous vivons. La prochaine vidéo vous attend. Une nouvelle histoire, un nouveau témoignage de l'extraordinaire capacité humaine à résister, à espérer, à triompher contre toute attente. Continuez ce voyage avec nous.